Alors, avant qu'on ne parle de cette partie de l'aventure américaine, quel conseil donnerais-tu à ceux parfois qui, dans leur évolution professionnelle, pensent un peu comme on dit à Abidjan, qu'ils sont trop arrivés, qu'il n'y a plus besoin d'apprendre, de se développer, de se réinventer ou de s'affiner professionnellement? J'exhorte mes jeunes frères et sœurs qui nous suivent à avoir de l'ambition dans la vie. Parce que si vous n'avez pas de l'ambition, vous ne réalisez pas tout le potentiel que l'Éternel vous a donné. Parce qu'au soir de la vie, s'asseoir et puis dire « mais j'aurais dû, j'aurais pu », ce n'est pas une vie agréable. Ce n'est pas une vie agréable. On a beaucoup de nos jeunes frères et sœurs qui sont étudiants, ou bien qui ont étudié, qui travaillent même, qui ont des ambitions d'études, notamment dans les universités prestigieuses américaines. Et puis tous, leur première réflexion, c'est je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de bourse, et trucs. Et donc, ils ne tentent même pas. Oubliez l'argent. Dans tout ce que vous-même vous voulez faire dans votre vie, si vous mettez la barrière financière devant, vous ne réaliserez rien. Quand vous avez une forte ambition pour quelque chose, quand vous désirez quelque chose vraiment du plus profond de votre être, c'est comme si la nature même se met en mouvement pour vous aider à réaliser cette chose que vous désirez tant. Donc je dis à tous mes jeunes frères et sœurs qui nous regardent, si vous désirez réaliser quelque chose, venez faire des études supérieures pour aller contribuer à votre pays demain, oubliez l'argent, préparez-vous vos dossiers techniques et autres, concentrez-vous sur ça. Quand vous avez été admis à Harvard, comme c'est ton cas, là où l'argent se trouve là, l'argent même va venir te rencontrer pour que tu ailles étudier. L'univers va vous ouvrir les portes. C'est le conseil que je donne à tous mes frères et sœurs. L'autre question que j'ai, donc finalement l'aventure américaine a lieu. Tu fais Columbia University. Aujourd'hui, tu es conseiller principal pour l'administrateur au conseil d'administration du FMI en charge de 23 pays africains. Quand tu regardes en perspective, est-ce que la décision de venir à Columbia était une bonne décision? Mais tu as la réponse à la question. C'était une très bonne décision. J'ai eu 2 folies salvatrices dans ma vie. J'aime bien l'expression 2 folies salvatrices. Oui, 2 folies salvatrices. Ma première folie, de quitter l'UNSTP pour venir dans la galère entre guillemets de l'université d'Abidjan. Des années blanches. Des années plus tard, jeune conseiller, le plus jeune conseiller du ministre le plus puissant du gouvernement, on peut le dire. Et puis, bon, j'ai dit, écoute, c'est bon, mais je vais aller étudier encore. Là encore, voilà, j'ai des amis et frères aussi voilà, qui m'ont encore traité. Tu trouvais que tu étais encore devenu fou. Voilà, devenu encore fou. Mais c'était aussi une belle folie. Conseiller principal de l'administrateur du FMI. C'est un bien gros titre. Au jour le jour, qu'est-ce que tu fais? Alors, merci, c'est vrai, c'est un gros et long titre. Au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, le conseil d'administration travaille de façon permanente. Le conseil d'administration du FMI, comme j'ai dit, est constitué de 24 membres qui représentent l'ensemble des 190 pays membres du FMI. Okay. L'Afrique a 2 chaises au conseil d'administration. Une chaise d'obédience essentiellement francophone, la nôtre, et puis une deuxième d'obédience anglophone. Il y a un administrateur qui est élu chaque 2 ans. Okay. Ça, c'est l'organisation de notre groupe de 23 pays. L'administrateur constitue un cabinet de conseillers et puis qui l'aide à faire le travail. D'accord. Le boulot, c'est deux grandes parties. Donc, la défense des intérêts des différents pays qu'on représente. D'accord. Par exemple, dans mon cas, actuellement en termes de portefeuille, j'ai la Côte d'Ivoire, j'ai la RDC et puis j'ai l'UMOA. D'accord. Quand la Côte d'Ivoire a un programme avec le FMI, le staff technique, le chef de mission, toute l'équipe, on va en mission, ils préparent les dossiers. Le dossier est examiné au conseil d'administration. C'est mon travail, aux côtés de l'administrateur, de défendre ce dossier.
de défendre ce dossier pour que le conseil d'administration puisse approuver le dossier. Et puis, s'il y a des décaissements financiers à faire, ils puissent faire ces décaissements. Donc, c'est le travail que je fais depuis plus de 15 ans. En termes d'expérience de pays couverts, j'ai couvert la Côte d'Ivoire, je couvre toujours. Parce que contrairement au staff technique, où un citoyen ne peut pas travailler sur son propre pays pour des questions de gouvernance évidentes, au conseil d'administration, c'est différent. Puisque tu es dans la défense des intérêts, justement. Dans la défense des intérêts des pays. Donc, l'administrateur, les cadres qui sont à sa disposition, la première affectation qu'il vous donne, c'est votre pays pour pouvoir tirer profit de l'expérience que vous avez de votre pays. Et surtout pour moi qui ai travaillé au ministère des Finances. Donc, c'est la première affectation qu'on vous donne. Mais j'ai couvert aussi le Rwanda pendant plusieurs années, près de 7-8 ans. J'ai couvert, je couvre maintenant la RDC, j'ai couvert Madagascar, j'ai couvert le Bénin, j'ai couvert la République du Congo, voilà, plusieurs pays comme ça que j'ai eu à couvrir. Et donc, c'est la première grande partie donc, de notre travail. La deuxième grande partie de notre travail, c'est que les politiques économiques qui sont, je vais dire, décidées par le FMI, c'est le conseil d'administration qui décide sur ces politiques économiques. Donc, notre travail, après toute la préparation technique du staff, notre travail au conseil, c'est d'analyser toutes les propositions de politique et puis prendre des décisions. Quand il y a les grandes crises économiques mondiales, nous sommes au premier, on est au front. Tout à fait. Par exemple, la crise actuelle, la pandémie du coronavirus, nous a donné beaucoup de travail. Il a fallu réformer pratiquement toute la palette d'instruments que le FMI utilise pour pouvoir s'adapter à la crise de la pandémie. Tout à fait. Par exemple, je donne un exemple. Dans les instruments que le FMI utilise pour coopérer avec les pays, il y a ce qu'on appelle les financements d'urgence, qu'on utilisait essentiellement dans les cas de catastrophes naturelles. Ok, tout à fait. Il a fallu réformer cette politique pour inclure la pandémie comme étant une sorte de catastrophe mondiale, pour qu'on puisse utiliser ces financements d'urgence-là pour soutenir les pays face donc à la crise du coronavirus. Tout à fait. Tous les instruments que le FMI utilise pour coopérer avec les pays à faible revenu, tous ces politiques, nous travaillons là-dessus, en collaboration bien sûr avec le staff. Nous travaillons sur ces politiques et dans ce travail, notre job, c'est de veiller à ce que ces politiques qui sont édictées prennent en compte la vie des pays à faible revenu que nous représentons. Je vois. Alors, tu imagines, tu connais l'institution, les batailles au conseil d'administration Tout à fait. pour porter notre voix, faire en sorte que ces politiques-là puissent servir aussi nos pays. Tout à fait. Et je vais dire, faire en sorte que donc, ces pays trouvent leur compte en tant que membres donc de l'institution. Je vois. Donc, défense des intérêts des pays, tous les jours, en contact avec nos capitales, tout à fait, pour défendre leurs intérêts, suivre le dossier, les réformes qu'ils sont en train de mettre en œuvre, comment appuyer les ministères des Finances notamment pour mettre en œuvre ces réformes, faire le pont entre nos autorités et le staff, le chef de mission, pour le dialogue permanent. Ça, c'est vraiment grand axe de notre travail. Et deuxième grand axe, réfléchir sur toutes les grandes crises de l'économie mondiale et aider le conseil d'administration du FMI à proposer des solutions. C'est vraiment les deux grands axes. C'est ce que je fais aujourd'hui. Pendant 15 ans, au-delà de ce travail au Fonds monétaire international, tu as aussi, par ta découverte de ce monde anglo-saxon, tu as contribué à inspirer de nombreux jeunes. Je voudrais que tu
nous dises c'est quoi la philosophie derrière? C'est inspiré par des principes de vie, mon éducation, ma foi en Dieu et un ensemble de choses. Premièrement, j'estime que partir des origines modestes comme les miennes et puis arriver au peu que j'ai pu accomplir dans la vie, c'est une grâce de l'Éternel. Je vois. Et quand tu as cette grâce, pour mériter encore plus cette grâce, j'estime qu'il faut donner en retour. Deuxième chose, j'ai été élevé par ce modeste père, ce modeste planteur de cacao. Mon père était un homme de grande foi et puis un homme profond, un homme énormément profond, versé dans la sagesse du pays baoulé. Tous les proverbes et autres que tu vois sur ma page Facebook, l'histoire de mon oncle Niajo, en fait, c'est de mon père que je parle. Je vois. Et il y a une chose, dans toutes les choses qu'il m'a inculqué, il y a une chose, un principe fort qui guide un peu mon comportement. Mon père m'a toujours dit, et me le répétait tout le temps. Il me disait, mon fils, tu vois dans la savane, l'herbe qu'on appelle le chien-dent. Il y a plusieurs chiens-dents, mais il y a un type là, un type de chien-dent qu'on appelle le chien-dent roi. Le chien-dent roi se juge à l'aune des bourgeons qu'il produit tout autour de lui. Si Dieu t'a fait la grâce, tu as réussi entre guillemets dans ta vie, et que tu ne permets pas à d'autres de réussir, tu seras un pauvre chien-dent. Tu ne seras pas le chien-dent roi. Et moi, toute ma vie, ce modeste monsieur qui a donné pratiquement toute sa vie pour moi, je veux mériter de son nom. J'ai l'ambition ou, comment on dit ça, la prétention d'être le chien-dent roi du vieux Aléago. Troisième chose, je suis convaincu, profondément convaincu, que pour que le développement de notre nation soit, pour que la Côte d'Ivoire se développe, pour que les pays africains se développent, dans les conditions fondamentales, nous avons besoin d'atteindre une masse critique de jeunes hommes et femmes bien formés. C'est essentiel. C'est fondamental. Donc, quand tu es mordu de questions de développement, d'avancement de ton pays, de transformation de ton pays, si tu as une seule hirondelle, tu ne feras jamais ce printemps auquel tu rêves. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un appel que je lance aux cadres ivoiriens, africains, dans la diaspora, au pays. Il faut que nous ayons cette démarche où, quand on a une opportunité de formation, de travail, d'expérience, qu'on ouvre la porte pour d'autres de bénéficier de cette opportunité. Qui accéder. Pour y accéder. Je dis souvent, la réussite n'est pas un jeu à somme nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que réussir, ce n'est pas parce que je t'aide Gomez, ou bien j'aide Yao, ou bien j'aide Silla à réussir, que ça enlève à ma réussite à moi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et beaucoup pensent ça. Donc, un jeu à somme nulle, ça dit ce que toi tu gagnes, moi je perds. Ça automatiquement. Pour que la somme soit nulle. C'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça la réussite. La réussite n'est pas un jeu à somme nulle. Au contraire, tu ne peux pas faire des bienfaits, poser des actes qui contribuent au bonheur d'autres personnes et puis tu ne vas pas avoir la grâce de l'Éternel. Ce n'est pas possible. En même temps que je mentor ces jeunes frères et sœurs, il y a un message fort aussi de ma part que je donne toujours. Nous sommes dans ces institutions, nous avons une belle carrière par la grâce de Dieu. Nous apprenons énormément. Nous avons de bonnes vies, de famille et autres. Nous ne devons pas nous contenter de cela. Un cadre africain,
selon ma façon de voir les choses, ta première responsabilité en tant que citoyen, c'est d'aller contribuer au développement de ton pays. Avant donc de nous laisser, je voudrais savoir si tu as, je ne dirais pas un dernier mot, je dirais des derniers mots pour les followers de la page Les Secrets de la Réussite. Merci. Avant de dire mes derniers mots, pour reprendre ton expression, je voudrais déjà te remercier pour cette belle opportunité d'échange. Le dernier ou les derniers mots, c'est de dire aux plus jeunes d'entre nous, à la nouvelle génération, aux nouvelles générations, que nul enfant ne doit être déterminé par la modestie de ses origines. L'école est par excellence l'instrument de nivellement des classes sociales. Et par l'école, tu as la possibilité de transformer le cours du destin. Il ne faut pas tricher avec la vie ou avec l'école ou avec ce que vous faites. Si vous trichez avec ce que vous faites, tôt ou tard, ça vous rattrape de façon dramatique dans votre vie. Ça, c'est vraiment mon conseil aux jeunes frères et sœurs. Si vous ne faites pas attention, vous vous laissez, entraîner dans une spirale des réseaux sociaux qui devient une quasi-activité pour vous. Et si vous êtes étudiant, vous ne vous concentrez plus sur les études. Si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes dans la vie, vous n'avez pas encore un boulot, ça vous donne l'impression d'une occupation. Tout à fait. Sans en être une. Sans en être une. Et ça devient un piège. Je demande aux gens d'aller sur les réseaux sociaux, de s'informer, de se cultiver. Mais il faut éviter d'être pris au piège de l'abus et de la dépendance. Attention, je fais bien la différence. J'encourage et j'admire un certain nombre de jeunes qui ont trouvé des activités professionnelles à partir des réseaux sociaux. Les choses sont de plus en plus difficiles. Et donc, il est demandé aux nouvelles générations d'être à la hauteur des challenges de leur époque. C'est ça. Plus on avance, plus malheureusement on fait face au chômage de masse dans nos pays africains. Donc, moins il y a d'opportunités d'emploi. Mais les emplois existent pour celui qui va faire le pas de plus par rapport à tous les autres de sa génération. Notre nation a besoin de citoyens engagés. Ça aussi, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Il faut que nous, les cadres bien formés, dans le secteur privé, dans le secteur public, il faut qu'au-delà de notre travail, il faut que nous nous engagions pour nos pays. C'est important. Parce que si nous ne nous engageons pas, on se retrouve souvent dans des situations de nivellement par le bas. C'est juste. Et pour nous, les gens de la diaspora, ce n'est pas parce que nous sommes ici momentanément que nous ne pouvons pas contribuer. Les modèles d'actions que moi je mène, chaque fois que je vais en mission, que je vais en vacances, je suis avec les jeunes, en train de les mentorer, les jeunes entrepreneurs, en train de les conseiller, donner un petit coup de main ici et là, je le fais tout le temps. Je suis dans la diaspora, mais je fais ces choses. Notre frère, ami commun, le docteur Diagoné Dodier, l'homme du moment, il vit ici aux États-Unis, mais c'est un citoyen engagé, un enfant brillant de notre pays. En l'espace de quelques jours, les interventions qu'il a eues dans les médias au pays, le partage de connaissances, peut-être qu'il a fait une contribution en quelques jours plus significative que peut-être d'autres personnes qui seraient même à Abidjan depuis plusieurs années. Donc, qu'on soit au pays, qu'on soit dans la diaspora, nous les cadres du pays, nous devons sentir comme une responsabilité devant notre nation. C'est important. De nous engager pour la faire avancer.
Donc, c'est sur ces mots vraiment que j'aimerais terminer. J'espère que, en toute modestie, mon petit parcours va inspirer tes followers. Merci infiniment, Monsieur Marcelin Kofi Allé, conseiller principal de l'administrateur pour le FMI. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton parcours, ce brillant parcours qui t'a pris de ta ville natale de Béomi en Côte d'Ivoire, en plein centre, sur le bord du Potomac, sur un autre continent aux États-Unis, en plein Washington DC. Ce parcours nous a appris, comme tu l'as si bien souligné, qu'on peut partir de très loin, d'origine très modeste, pour se hisser dans les plus hautes sphères de la finance internationale, dans les plus hautes sphères de ce qui peut être réalisé comme cadre africain. Mais un tel parcours demande de l'audace, demande de la foi, demande aussi la capacité de prendre des risques, demande aussi la force de pouvoir partager aux autres, d'être un canal de bénédiction pour les autres, afin qu'à un moment donné, tous ceux qui auraient pu bénéficier de ce canal de bénédiction puissent constituer à un moment donné cette masse critique dont l'Afrique, dont notre continent, dont nos pays, dont la Côte d'Ivoire peut avoir besoin. Ce fut donc un plaisir. Merci à vous d'avoir reçu chez vous, pour vous et avec nous, M. Marcelin Kofi Allé, pour cette émission Réussir est possible. Vous l'avez vu, réussir est encore possible, réussir est toujours possible. Je vous prie de rester scotché sur la page des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Et j'espère que vous avez aimé. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, de la commenter et de la partager. Merci. En attendant, restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.